Bonjour, bonjour les amis. Donc, retour de Jean-Max Zins sur cette petite chaîne, c'est son deuxième passage, je crois. On en avait fait un premier pour un peu expliquer ce qui se passait en Le Inde. troisième, je crois que c'est le troisième en fait. Ah ben tu vois, hein, c'est mon âge avancé qui fait que j'ai les premières atteintes de l'Alzheimer. Donc c'est le troisième parce que effectivement, dans ce monde qui change, c'est-à-dire qui est en train d'emprunter la voie de l'unipolarité des États-civilisations, on connaît en France encore pas mal la Russie, la Chine, mais beaucoup moins bien l'Inde. Or, tu as été et tu es toujours un grand spécialiste de l'Asie en général et de l'Inde en particulier. Nous avons, et les gens le savent, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, puis ceux qui nous rejoignent maintenant vont l'apprendre, nous avons un passé militant commun. Hein, nous avons tous les deux, et je crois qu'on Absolument, peut le oui. dire, on a appartenu tous les deux au bureau de politique extérieure du Parti communiste français à l'époque où il existait, enfin où il existait, où c'était quelque chose, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Je vais Donc, te dire quelque chose que je n'ai jamais dit. C'est que quand j'étais en Inde et que j'ai fait mon service militaire en Inde comme à la coopération oui, et à l'ambassade de France, comment dire, moi je suis allé, j'étais déjà communiste, je suis allé au Parti communiste qui a mis à ma disposition un bureau. Et donc, j'allais tous les mercredis au Parti communiste indien, lire la presse indienne, parler avec les communistes et ensuite alimenter en information mon propre parti. Il m'avait dit que c'était ça la chose utile que je devais faire. Et donc, j'ai eu un rapport très intime avec ce parti pendant 3 ans. C'est rare, je crois que je dois être un des seuls étrangers à avoir été formé d'ailleurs, finalement, par le Parti communiste indien, à tel point qu'il m'avait associé au travail d'une des sections du Parti communiste indien, qui était une section ouvrière de la banlieue de New Delhi. Donc, je crois que dis donc. ça a été, c'est assez rare, ça, comme Ah, expérience. Et, et donc, je je, les ai bien connus, oui. je ne Et, la et- connais, et par la je ne la suite, connaissais pas. Et et par donc, la suite, quand j'ai été un des responsables de la section de politique extérieure du Parti communiste français, j'ai été un de ceux qui étaient à l'initiative de la reprise des rapports entre le Parti communiste français et le Parti communiste indien, marxiste cette fois-ci, parce qu'il y a deux partis communistes. Et donc ces deux-là, je les connais bien. et dans une de ses dernières interventions, il avait raconté une anecdote, l'ami Max, dont que je sers à pas mal de gens sur l'alphabétisation du Kerala. Le Kerala qui a toujours, c'est bien toi qui me l'as raconté celle-là, Je sur le crois, je crois, je sur le crois. fait que on a toujours pensé que c'était un peu l'obsession socialiste de l'éducation et par conséquent on commençait par l'alphabétisation, voir ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé à Cuba, pour ne prendre que ces deux exemples, et bien évidemment ce qui s'est passé au Vietnam. Et tu m'avais raconté que tu en avais discuté avec les gens du Kerala Ah et non, pas qui, avec les gens. J'en avais discuté avec le chief minister du Kerala, c'est-à-dire le chef du gouvernement du Kerala, qui était communiste, de marxiste d'ailleurs à l'époque. Et je lui avais posé la question, mais finalement, pourquoi les communistes se sont développés au Kerala? Et finalement, comme on sait beaucoup lire et écrire au Kerala, je suppose que c'est grâce à la politique des communistes que les gens savent lire et écrire au Kerala. Et il m'a répondu de façon très, très rapide. Il m'a dit, ah non, pas du tout. C'est parce que les gens savaient déjà lire et écrire qu'ils ont voté communiste. Parce qu'en vérité, ils avaient appris à lire, à écrire grâce à la politique éclairée d'un Maharaja local et aussi des missions chrétiennes. voilà, hein, c'était les chrétiens qui avaient effectivement contribué, mais tout comme d'ailleurs ils ont, c'est les jésuites, je crois, qui Oui, sont oui, oui, oui. à la manœuvre là, pas des augustiniens comme le nouveau pape d'hier, mais ils avaient euh, alphabétiser le Vietnam en lui faisant adopter l'alphabet latin, ce qui est un exercice extraordinaire. Hein, et ça a parfaitement marché. C'est assez impressionnant. Et ça, ce sont bien les jésuites. On a pensé que c'était la colonisation française. Non, ce sont les jésuites avant la colonisation qui avaient Mais mis ça en l'Inde est place. une vieille terre chrétienne parce que saint Thomas est mort en Inde. Il a sa tombe en Inde.
à Voilà, Manaus. quand les gens de ma famille d'origine, hein, s'entend, vont en Inde, ils ne manquent pas d'aller dans les endroits où, alors pas seulement les comptoirs, où ils vont à la messe là-bas parce qu'il y a effectivement des communautés qui sont relativement importantes. Bon, assez parlé de Jésus-Christ. Maintenant, on va passer à la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, actualité inquiétante concernant l'Inde et le Pakistan. Il y a manifestement des affrontements assez sévères. Donc, je te pose une première question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit pour que tout d'un coup la tension monte à un niveau quand même très élevé et très inquiétant s'agissant de deux puissances nucléaires? Tous les deux ont l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Max? Moi, je trouve d'une part que les deux pays, le Pakistan et l'Inde, ont des difficultés, les deux gouvernements ont des difficultés intérieures importantes. Et par conséquent, s'en prendre aux voisins est toujours une façon facile de réunir le maximum de gens autour de soi pour essayer de ressouder un peu une cohésion qui se défait, Coucou de part Macron. et d'autre. Coucou Macron. Donc, Bon. je pense qu'il y a déjà il y a déjà ce phénomène. En Inde, le gouvernement, qui est un gouvernement maudit, plutôt d'extrême droite, est très hindou, très nationaliste hindou, a gagné des élections, mais en reculant par rapport aux précédentes. On avait eu une discussion là-dessus. Et donc, c'est difficile, c'est plus difficile pour lui qu'avant. Et au Pakistan, ça a toujours été difficile. Au Pakistan, les dirigeants pakistanais ont toujours énormément de problèmes à gouverner depuis la création du Pakistan. Donc il y a des difficultés internes de chaque côté. Donc ça peut être un dérivatif. Premier point. Deuxième point, il y a la question du Cachemire, qui est une question tout à fait euh, présente depuis plusieurs décennies et qui peut se rouvrir à tout moment. Il y a pas besoin de quelque chose de très, très important pour qu'elle se réouvre. Et quand les deux pays ont un intérêt à instrumentaliser la question du Cachemire à leurs propres besoins, ben, ils le font. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Je ne vois pas, moi, de rapport très important avec la situation internationale. Rien à voir avec l'Ukraine, rien à voir avec la Chine, rien à voir avec quoi que ce soit. C'est un problème vraiment spécifique entre l'Inde et le Pakistan. C'est vrai que le Cachemire, un conflit qui condense quasiment l'ensemble du dossier des rivalités entre les deux pays, c'est-à-dire qu'il les condense de façon historique, sociale, économique, politique. Il y a peut-être un phénomène aussi nouveau, et ça c'est pas peut-être d'ailleurs c'est sûr, et qui est lié peut-être aussi au réchauffement climatique par certains côtés, c'est que la question de l'eau devient primordiale et vraiment irriguer les questions. Les deux pays sont très importantes. L'Indus est un très grand fleuve, il prend sa source en Chine, il passe par le Cachemire pakistanais, il fait une courbe, il descend vers le sud, et là, il irrigue tout le Pakistan. C'est la veine jugulaire du Pakistan. Et pour la première fois au cours de ce conflit, on a vu les Indiens, après l'attentat, dire que c'était terminé. Ils remettaient en cause l'accord sur le partage des eaux qui avait été signé et bel et bien signé sous l'égide d'ailleurs de la Banque mondiale en 1960. Donc on a un phénomène qui est nouveau cette fois-ci, et vraiment nouveau par rapport à avant. C'est la question des eaux. Jusqu'à maintenant, les trois guerres pakistanaises qui ont eu lieu, plus énormément d'escarmouches importantes ou des quasi-guerres, n'avaient jamais impliqué une refonte, une revendication de l'Inde sur le fait qu'il fallait revoir ce traité. Maintenant, ce traité par les Indiens est décidé caduc. Et ils ont mis à profit l'attentat qui a eu lieu au Cachemire pour remettre cet accord sur la table. Par conséquent, le partage des eaux, c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, on disait toujours, oui, bon, mais c'est pas grave, la preuve, c'est qu'ils s'entendent toujours sur l'eau. Mais non, cette fois-ci, ils s'entendent plus sur l'eau non plus. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cet attentat? Parce que oui, tu nous dis qu'il y a ça, c'est effectivement la braise qui est en permanence euh, en train de brûler et sur laquelle de temps en temps on verse de l'huile. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce qui est entre guillemets hein, l'incident qui déclenche le processus d'escalade?
Bah, il y a eu un attentat terroriste contre des touristes à Pahalgam, qui est une région du Cachemire, située dans le Cachemire indien, puisque le Cachemire est divisé en deux, une partie pakistanaise et une partie indienne. Dans le Cachemire indien, il y a eu on reparlera de la situation au Cachemire, hein. Et donc, à Pahalgam, l'attentat a été un attentat terroriste fait par des terroristes musulmans qui ont tué systématiquement des hommes hindous. Ils ont épargné les femmes et puis ils les ont un à un tués. Les hindous en s'assurant bien que c'était des hindous. Donc ça a été tout à fait ciblé. Et ça, c'est en plus Pahalgam, c'est la base de départ. C'est très touristique. C'est une région très touristique parce que le Cachemire est vraiment très très beau hein, comme région. Mais c'est aussi la base de départ pour un pèlerinage très important dans un temple de la région. Et donc, le nom de Pahalgam en Inde répond à quelque chose. Il y a beaucoup d'hindous qui sont allés à Pahalgam ou veulent aller à Pahalgam. Alors, sur donc un attentat terroriste particulièrement sanglant, est-ce que la réaction à cet attentat-là, la réaction indienne, a été, je veux dire, euh, habituelle, normale, ou bien, enfin habituelle, c'est difficile de dire ça, mais est-ce que on a senti l'expression d'une volonté d'aller plus loin? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des incidents et même des affrontements Oui, prennent parfois une oui, tournure oui. militaire. Oui, oui. Moi, je m'attendais à une réponse indienne, hein, et vraiment, je m'y attendais totalement. Et la réplique indienne orale au départ, au lendemain de l'attentat, ne laissait pas de doute. Alors, les Indiens ont été victimes de plusieurs attentats terroristes, notamment à Bombay, qui a été pour eux quasiment aussi horrible que Bataclan. la chute des deux tours, hein, ou le Bataclan. C'est quelque chose qui est resté dans l'histoire indienne, et il y en a eu ainsi un certain nombre. Et sur un certain nombre de ces attentats, les Indiens ont eu la preuve que c'était des attentats qui avaient été téléguidés par les services de renseignement pakistanais, ou une partie des services de renseignement pakistanais, ou une partie de l'armée pakistanaise, parce que le gouvernement pakistanais ne contrôle peut-être pas totalement ce qui se passe dans son armée, surtout quand c'est pas l'armée au pouvoir. Là, maintenant, elle est au pouvoir, quasiment. Et donc, on a eu une riposte indienne qui était attendue. Alors, les moyens maintenant sont quand même plus développés qu'il y a 10 ans. On peut répliquer de façon plus serrée, plus précise, plus lointaine, plus chirurgicale et avec des armes qui font beaucoup plus mal aussi. Et donc, c'est ça qu'ont fait les Indiens. Ils ont répliqué de façon chirurgicale, à longue distance, par des missiles puissants contre ceux qu'ils ont décidé d'être, et je crois qu'ils ont à peu près raison, je pense qu'ils sont assez bien renseignés, des bases de lancement de terroristes qui sont abrités au Pakistan. Voilà, donc ils ont fait ça. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, les Pakistanais ne peuvent pas laisser passer parce que euh, c'est une opération chirurgicale importante qui se produit avec une telle violence, une telle précision, que là, l'armée pakistanaise est obligée de répondre, elle doit défendre ses capacités militaires. Donc je m'attendais, moi, à une réponse, évidemment, du Pakistan, ce qui n'a pas manqué de se faire. Les Pakistanais ont répondu en bombardant certains lieux du Cachemire indien, mais cette fois-ci, ils ont bombardé de façon indistincte, si je puis dire. Il n'y a pas de base de départ de terroristes indiens qui vont au Pakistan. Et donc, il a bombardé de telle sorte qu'il y a eu un certain nombre de morts civiles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, les Indiens vont répliquer. Parce que comme ils sont partis déjà sur une base assez forte, ils vont répliquer, ils vont pas accepter une autre réplique pakistanaise, ils vont répondre à la réplique. Et maintenant, on en est là. C'est aux Pakistanais de décider s'ils veulent prolonger ou pas. Moi, je pense que les Pakistanais vont de nouveau répliquer. C'est mon avis. Ah, bon, ce ne sont pas de très très bonnes nouvelles. Bon, attends, je te demande une Enfin, petite chose. cela dit, les pressions internationales sont quand même très importantes, hein. Oui, 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 mais Quand je dis qu'ils veulent répliquer, je pense qu'ils veulent répliquer. Est-ce qu'ils le feront? Ça, c'est autre chose. on va. Bon, donc voilà les origines du conflit
actuelle, effectivement, c'est assez impressionnant. J'ai vu dans la presse française le peu, mais modestement, que l'armée indienne qui avait fait l'acquisition de nos chers Rafales en avait vu trois et d'autres disent cinq, mais je ne sais pas, c'est pas très très clair, mais au moins trois Rafales qui auraient été abattus. Ce qui Bon, est moi, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a eu 5 avions, comme tu dis, justement, il y a eu 5 avions abattus, ça c'est confirmé, un Sukhoi, un MiG et peut-être 3 Rafales. Mais les Indiens ne reconnaissent jusqu'à maintenant qu'un Rafale. Donc il y a un point d'interrogation sur 2 des 5 avions abattus. Alors bon, naturellement, sur les réseaux, partout, ça polémique à fond sur la valeur du Rafale, etc., puisque la vente à l'Inde avait été considérée comme, c'était du temps de Hollande, je crois bien d'ailleurs, avait été comme une grande victoire. Alors ça, C'est-à-dire qu'on a vendu à l'Inde quand même un très grand nombre de Rafales, 26, hein. C'est ouais. c'est un paquet d'argent, hein. Ah oui, 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 ça fait. Donc bon, dans la situation mondiale actuelle, avec euh, cette ambiance de guerre, cette volonté européenne de relancer une industrie de guerre, c'est vrai que ce n'est pas, comment dire, une nouvelle banale, quoi, hein, que. Non, mais il y a une volonté indienne, il y a une volonté indienne qui est nette depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même quinzaine d'années, c'est de diversifier ses sources d'armement. Donc avant, elle était très, très, très axée sur les achats d'armement à l'URSS et puis après à la Russie. Et là, maintenant, elle diversifie. Elle diversifie vers les Américains, mais elle diversifie aussi vers les Français. Alors, mon cher Max, voilà, ça c'est pour l'actualité immédiate. Maintenant, je te propose que nous repartions vers les racines de cette hostilité, qui fait qu'il existe une espèce de conflit latent. L'origine de cette hostilité entre deux grands pays qui appartiennent à la même zone géographique et deux grands pays qui disposent aujourd'hui de l'arme nucléaire, qui ont des sociétés organisées. Tu parlais de l'armée pakistanaise et de ses éventuelles divisions avec des partis qui sont probablement pour le pouvoir central peut-être compliqués à contrôler. Ça vient d'où cette hostilité et ces possibilités d'affrontement? Mais c'est un processus, c'est la suite finalement quasi logique et dramatique d'un processus historique qui remonte à très très loin. Et en fait qui commence à remonter, si je puis dire, moi de mon point de vue, à la colonisation britannique. C'est quand même vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la colonisation britannique, d'abord, les Britanniques s'installent, les Indiens ne savent pas trop qui sont les Britanniques, ils ont tellement vu de gens s'installer en Inde avant eux, puis rester en Inde et puis devenir Indiens, comme d'ailleurs les musulmans l'ont fait, qu'ils se sont dit, après tout, peut-être que les Britanniques, bon, bah, ils vont devenir des Indiens comme les autres. C'était ça, peut-être la perception de l'époque. Le problème, c'est que la reine d'Angleterre n'allait pas transporter ses pénates en Inde pour y vivre, elle restait à Londres, elle. Et peu à peu, ils ont compris que les Britanniques, c'était quelque chose d'autre, c'était quelque chose de radicalement différent. C'était le colonialisme en vérité, l'exploitation systématique par l'Angleterre d'un pays étranger, l'Inde. Et ça, ils ont mis du temps à le comprendre, parce que c'est normal, il y a eu à peu près 50 ans de difficultés à comprendre. Et puis finalement, ils ont commencé à comprendre à la toute fin du XVIIIe siècle. Alors, à l'époque, en France, il y a Louis XVI, et puis après, il y a Bonaparte, consul. Et le type qui comprend ça, le premier en Inde, c'est un musulman, c'est pas un hindou. C'est ça le paradoxe. C'est que le premier finalement combattant, entre guillemets, parce qu'on est au balbutiement hein, d'un processus, le premier combattant de l'indépendance nationale indienne, c'est pas un hindou, c'est un musulman. Il s'appelle Tipu Sultan. Il a un insigne, il a un emblème qu'il adore, qui est le tigre. On va l'appeler d'ailleurs, c'est d'un État du Sud, le tigre du Mysore. Et le tigre, c'est vraiment l'interface du lion britannique. C'est là qu'on voit quand même que se joue un peu une confrontation entre le tigre et le lion, c'est-à-dire entre une nation qui commence à se lever, l'Inde, c'est le balbutiement, et une nation qui, elle, est déjà là depuis pas mal de temps, qui est le lion. Et le type, ce type sultan, qui est un type intéressant, il y a relativement peu de livres sur lui, mais enfin quand même, on peut le suivre. Ce Tipu Sultan,
tire de sa découverte absolument bouleversante, si nous ne sommes pas des Anglais et si les Anglais ne deviendront jamais Indiens, c'est que nous sommes Indiens. Et, et si nous sommes Indiens, c'est que nous sommes tous opposés aux Britanniques. Et tous opposés aux Britanniques, c'est-à-dire nous musulmans et eux hindous. Et que nous, hindous et musulmans, on doit faire l'alliance pour foutre dehors, pour bouter hors de l'Inde les Britanniques. C'est la première fois qu'on a le début d'une conscience nationale indienne où se joue l'unité entre hindous et musulmans. Et le type a raison. Et d'ailleurs, il regarde la carte du monde et il dit, mais quel est le pays qui peut m'aider contre cette force immense qui est la force britannique, industrielle, les bateaux, les canons qui arrivent, etc. Ben, la France. Et donc, il va avoir une correspondance avec Louis XVI, il va avoir une correspondance avec Bonaparte pour essayer d'avoir des troupes françaises qui vont venir l'aider contre les Britanniques, ce qui s'est fait d'ailleurs d'une certaine mesure. C'est ça, Tipu Sultan. C'est le premier combattant de l'Inde nouvelle. C'est pas encore l'Inde, c'est pas encore la nation indienne, mais c'est vraiment l'Inde nouvelle. Et dès le départ se joue la question de l'alliance entre hindous et musulmans. J'ajoute que ce n'est pas un hasard que ce soit un musulman qui joue ce rôle, parce que les hindous à l'époque sont très repliés sur leur terre, et même voyager hors de l'Inde est considéré comme quelque chose d'impur, alors que le musulman de l'époque, c'est un homme ouvert au monde. Il va à la Mecque, où il va faire son, son, son petit pèlerinage, et puis il y a des origines turques, il y a les origines syriennes, les origines arabes, il y a plein d'origines. Et donc, ils sont liés au monde beaucoup plus que les hindous. Et donc, ils peuvent mettre en perspective le monde tel qu'il est à l'époque plus facilement que les hindous. C'est la raison, je pense, pour laquelle c'est un musulman qui est le premier à comprendre le balbutiement de ce que pourrait être une lutte anticoloniale. Et puis la lutte va se développer. Et puis il va y avoir un très grand événement, qui est un événement considérable pour l'Inde, relativement ignoré en Europe, mais bon, ça c'est normal, qui est la grande révolution de 1857-58, qu'on appelle ici la révolte des Sipahs. Mais c'est une très très grande révolte, nationale déjà, plus au nord qu'au sud d'ailleurs, et cette fois-ci, alors, on est beaucoup plus avancé qu'à l'époque de Tipu Sultan. Il y a 50 ans qui se sont écoulés depuis la mort de Tipu Sultan, lui qui meurt au combat contre les Britanniques en 1799. Là, en 1857, il y a quelque chose de très important, une véritable lutte qui réunit des soldats et des militaires indiens et hindous, qui étaient des militaires qui travaillaient à l'époque pour les Britanniques. Ils ont décidé de faire une mutinerie, ils se mettent ensemble et ils décident de lutter pour libérer l'Inde du Nord. Et là, les Britanniques auront très peur. Ils vont réprimer terriblement la révolte nationale qui dure un an. C'est une répression féroce. On n'a pas imaginé, faut pas garder l'idée que la colonisation britannique a été une colonisation soft. On a toujours l'idée que la colonisation britannique est beaucoup plus soft que d'autres types de colonisation. Non, pas du tout. Ils se sont imposés par la guerre, les Britanniques. Et la répression a été abominable. La répression, ils ont bombardé, brûlé New Delhi. Avant, c'était une très très belle ville, une des villes où il y avait le plus de palais au monde. Là, ils ont tout brûlé. Bon, il suffit de voir Delhi aujourd'hui, hein. Il ne reste plus rien de cette époque. Donc, on n'a quasiment plus rien. Et donc, on a une répression très forte. Mais quel a été qui c'est quels sont ceux qui ont subi le plus la répression? Les musulmans. Parce qu'à l'époque, quand les Britanniques arrivent et qu'ils ont cette révolte, c'est un empereur musulman qui est encore au pouvoir en Inde. C'est un pays où il y a beaucoup d'hindous, mais ce sont des musulmans qui sont au pouvoir. Les musulmans et les hindous, à l'époque, sont très mélangés. Il y a des rois musulmans qui ont des généraux hindous, et il y a des rois hindous qui ont des généraux musulmans. Tout ça est relativement imbriqué, même s'il y a aussi des rapports religieux qui sont parfois chaotiques. Mais là, quand les Britanniques sont face à cette alliance entre hindous et musulmans, la répression va être très forte. Et comme c'est un empereur musulman qui est au pouvoir, ils considèrent que c'est les musulmans qui sont plus responsables que les hindous de cette révolution, de cette tentative de révolte et d'indépendance nationale. Et ils vont massacrer toutes les élites musulmanes nouvelles. Donc, il ne reste plus en Inde aucune élite musulmane après 1857, sauf les élites religieuses. Parce que ça, les élites religieuses, les Britanniques les épargnent. Parce que les musulmans qui, à l'époque, sont religieux, considèrent que la politique, c'est pas leur problème et que ce dont il faut s'occuper, c'est Dieu. Et comme ils sont confrontés d'ailleurs à la pénétration peu à peu de plus en plus importante des idées chrétiennes, ils veulent renouveler, réformer la religion musulmane, ils vont la réformer dans un sens de plus en plus traditionnel.
en revenant à ce qu'ils disent les sources de l'islam. Quelles sont les vraies sources de l'islam? Et donc, il y a un retour des musulmans vers des mouvements anciens, qui sont d'ailleurs par certains côtés aujourd'hui la base de certains nombres de mouvements terroristes d'aujourd'hui, mais c'est des hommes qui ne s'intéressent qu'à la religion et pas à la politique. Donc, après cet élément essentiel, le mouvement d'indépendance nationale va continuer, mais ce sont les hindous qui vont prendre la direction du mouvement. Ce ne sont plus les musulmans, puisqu'ils ont été éliminés. Et ceux qui restent s'intéressent qu'à la religion. Et le parti du Congrès va se développer. 1885, le mouvement national indien prend de l'importance. Alors, c'est un mouvement laïque, mais forcément beaucoup plus dominé par des hindous que des musulmans. Par exemple, beaucoup plus tard, on verra le Mahatma Gandhi entre l'entre-guerres. Le Mahatma Gandhi, c'est un homme qui n'est pas du tout anti-musulman, c'est un homme qui réfléchit en termes d'alliance entre les deux communautés au niveau religieux et politique, mais néanmoins, ce n'est pas un homme qui va manier des symboles musulmans, il va manier des symboles hindous dans sa lutte. Par exemple, faire le jeûne, ne pas faire l'amour avec sa femme à partir de l'âge de 45, ce pas des choses qui intéressent les musulmans, ça. C'est pas les abstinences qui sont celles du monde musulman, c'est des abstinences qui sont celles du monde hindou, pour les raisons qui sont les leurs. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vont donner une coloration plus hindoue que musulmane, ce qui ne va pas favoriser l'entrée des musulmans dans le mouvement national indien. Bien. Donc, on arrive comme ça, peu à peu, à un développement de l'histoire. Les Britanniques comprennent l'intérêt de ce qui se passe. Ils comprennent que les musulmans sont de plus en plus marginalisés, c'est eux qui les ont marginalisés, que les hindous sont sur le devant de la scène, et les hindous, qu'est-ce qu'ils demandent, les hindous? Le parti du Congrès, hein, mais donc dominé par les hindous, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de plus en plus de droits par rapport aux Britanniques. C'est une classe aisée qui prend la direction du mouvement national en Inde. Ce sont des gens des villes, ce sont des gens relativement fortunés, il y a aussi des industriels parmi eux qui sont des hindous, et par conséquent, ils demandent quoi? On ne veut pas être victime du racisme, on veut avoir le droit de voter comme les Britanniques, et ma foi, on serait très content d'avoir l'autonomie dans l'Empire. Finalement, on veut avoir le même droit que les Britanniques. Mais les questions sociales et économiques ne sont pas posées, sont très peu posées par le mouvement de l'indépendance nationale indien. C'est uniquement des droits civiques qu'on demande. Bien, plus de représentativité. Et là, les Britanniques vont se dire, mais c'est super intéressant. Voilà des gens qui veulent plus de représentativité. Bon, ben, on va plutôt forcer de leur en donner. Donc, sous la pression des luttes, ils en donnent. Mais attention, ils en donnent en divisant les Indiens. Diviser pour régner, c'est vraiment des grandes, des grands, comment on dit, appelle ça, des grands mots d'ordre de l'Empire britannique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire aux musulmans, regardez-vous, vous qui étiez si important avant, vous n'êtes plus qu'une minorité, et face à la majorité hindoue, vous avez beaucoup moins de droits. Attention, si les hindous gagnent, ils vont vous écraser. Alors nous, Indiens, nous, Britanniques, on a plutôt intérêt à rester en Inde encore quelque temps, parce qu'on va vous défendre en tant que minorité. Pour la première fois, la notion de minorité et de majorité fait son apparition en Inde dans le cadre d'une lutte pour la démocratie. Et les Britanniques vont l'utiliser pour faire des musulmans une minorité, pas seulement une communauté religieuse, mais une minorité qui est en fait une notion politique. La notion de minorité n'est pas une notion religieuse, elle est politique. Et peu à peu va se développer chez les musulmans qui luttent de plus en plus l'idée qu'ils vont lutter pour la minorité musulmane du sous-continent indien. Et quand on dit la minorité musulmane du sous-continent indien, quel est le mot le plus important? C'est minorité, c'est pas musulman. Et c'est ça qui va mobiliser les musulmans jusqu'au moment de l'indépendance. Et quand on dit les droits de la minorité musulmane du sous-continent, très facilement, très rapidement, on va arriver à l'idée d'une nation pour la minorité musulmane du sous-continent. On veut une nation pour la minorité musulmane du sous-continent. Et qui défend cette idée de la nation d'une minorité musulmane au sein des musulmans, hein? Eh bien, ce n'est pas les religieux. Les religieux, et encore une fois, ils se moquent de la politique, ils n'en veulent pas. Donc eux, c'est l'islam en tant que religion qui les intéresse. Mais la minorité, ça ne les intéresse pas. C'est l'islam qui les intéresse. À la limite, ils voudraient que toute l'Inde soit musulmane. Mais que la minorité fasse sa nation, peu leur importe. Et ce sont donc les éléments les plus modernistes des musulmans qui vont lutter pour avoir une nation pour la minorité musulmane. Et on va arriver ainsi peu à peu à diviser le mouvement national indien. Les hindous vont dire on est pour la liberté de l'Inde dans son ensemble, et les musulmans vont dire ah non, 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 nous on veut aussi une nation pour la minorité musulmane. Donc on a déjà en germe la création du Pakistan.
Qu'est-ce que ça va devenir Parce que pour qu'une nation soit une nation, il faut un territoire, il faut des frontières. Sinon, c'est pas une nation. On peut imaginer autre chose, hein. On peut imaginer qu'il y ait dans un seul et même territoire deux nations, une nation musulmane et une nation hindoue, qui soit l'Inde. Ça, c'est possible. Mais c'est pas ça que les musulmans ont voulu. Ce qu'ils ont voulu, c'est une nation pour la minorité musulmane. Bien. Donc ça, c'est le grand mouvement qui existe avant l'indépendance. Et après, il faut regarder où sont situés les musulmans. Les musulmans en Inde, ils sont situés surtout au nord de l'Inde, dans deux régions, qui sont celles du Pakistan d'aujourd'hui et celles du Bangladesh d'aujourd'hui. C'est là où il y a les grandes masses musulmanes, plus au centre de l'Inde, où évidemment, il n'y a pas de nation musulmane possible parce qu'on ne peut pas faire un trou au milieu de l'Inde. Donc, déjà se pose la question de savoir, le jour où il va y avoir une nation, est-ce qu'il ne va pas y avoir des transferts de population qui vont aller d'un côté ou de l'autre pour rencontrer leurs collègues citoyens musulmans, si je puis dire. Et donc c'est quelque chose de dramatique qui se met peu à peu, qui se met peu à peu en place. Et en 47, les Anglais vont partir. Eux, ils sont plus là pour défendre le droit de la minorité musulmane, comme ils disaient. Ben, ils laissent place en face les deux communautés, musulmanes et hindoues. Les hindous sont derrière, en général, le parti du Congrès, ils veulent une Inde unie, mais les musulmans, eux, ils veulent une nation pour les musulmans. Et c'est là qu'ils vont inventer la notion de Pakistan. Nous voulons enfin un Pakistan pour les musulmans, une terre pour les musulmans. Alors, il va y avoir des transferts de population, ça va se faire dans des massacres, ça va beaucoup aider à transfert de population, au transfert de population. Il y a 10 millions de personnes un des plus gros transferts de population de l'histoire du monde moderne. Et donc, des massacres, et puis le Pakistan va se former. Et qu'est-ce que ça veut dire, Pakistan? Il y a beaucoup de gens qui disent Pakistan, ça veut dire pays des purs. Pak, pur, Stan, pays. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça a été vécu par les musulmans de l'époque. Le Pakistan n'est pas le pays des purs. D'ailleurs, la pureté, ça n'intéresse pas les musulmans. Les musulmans, comme les chrétiens, sont pas focalisés sur des questions de pureté ou d'impureté. On est tous égaux en face de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de pur et d'impur. Ce sont les hindous qui divisent les gens en purs et impurs, et c'est autour des notions de pureté et d'impureté que s'organise le système des castes. Les castes pures qui sont les plus hautes, les castes impures qui sont le plus basses. Mais pas les musulmans, l'impureté, ça n'existe pas. Donc, la question, c'est pas le pays des purs, non. Pakistan. Pakistan, tu entends mon chat? Ah non, mais je Bon, t'entends parce que toi, très bien. j'ai C'est passionnant. un chat qui miaule. Comment dire? Pakistan, ça veut dire P pour Punjab, A pour Afghania, qui est le nord du Pakistan d'aujourd'hui, K pour Cachemire, avec le I qui marque le son guttural du K, S pour Sindh, qui est la province du sud du Pakistan, et Stan pour la fin de la province de Baloutchistan. Voilà ce qu'on a dans le Ah, Pakistan. d'accord, ouais. Alors, on a les 5 provinces. Voilà ce que c'est que le Pakistan. La nation pour la minorité musulmane du sous-continent. Le problème, c'est qu'on en a oublié une grande partie, c'est les Bengalis, qui sont aussi musulmans que leurs petits copains. Mais eux, comment on va les mettre dans la nation musulmane? On ne les met pas. Il n'y a pas de B dans le Pakistan. On oublie les Bengalis. Et le problème, c'est que les Bengalis sont plus peuplés que les gens du Pakistan. Donc le Pakistan, en se formant, oublie plus de la majorité de sa nation. On a déjà en germe la création du Bangladesh de 1971. Il est clair que le Pakistan ne va jamais pouvoir s'entendre avec les Bengalis, puisqu'il ne la reconnaît même pas dans sa nation au niveau du sigle. Et d'ailleurs, il va considérer les Bengalis comme une zone à exploiter de façon coloniale, en gros. Donc, le Pakistan va finalement se créer après la création du Pakistan, du Bangladesh, autour de ces 5 provinces. Mais tu vois le paradoxe énorme. C'est une nation. Quand le Pakistan se crée en 1947, c'est pas une nation. C'est simplement, on appelle ça la nation pour la minorité musulmane du sous-continent, mais c'est pas une nation puisqu'ils oublient plus de la moitié de leurs ressortissants. C'est un État. On fait un État pour les musulmans. Mais pour qu'un État devienne une nation, alors ça va prendre du temps. C'est le mouvement. C'est là où on en est aujourd'hui. C'est que le Pakistan va avoir beaucoup de peine à passer d'un État à une nation. Parce qu'en 1947, le Pakistan est une nation artificielle. L'Inde, non.
L'Inde est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus cohérente, et elle s'est retrouvée entre elles. Bon, ben, elle a malheureusement perdu une partie de sa population musulmane, mais elle tient sur ses pieds. Alors que les Pakistanais, eux, en tant que nation musulmane, ne tiennent pas sur leurs pieds. Ils sont divisés en 5 provinces qui sont très différentes les unes des autres. Les gens qui ont le plus voté le plus lutté pour le Pakistan comme nation, c'est les musulmans du centre de l'Inde, c'est-à-dire des musulmans qui étaient en prise au système des castes et qui voulaient créer un Pakistan. Et quand ils vont au Pakistan, eux, après l'indépendance du Pakistan, ils sont mal reçus par les Pakistanais du cru, qui disent, oui, oui, ben nous, on n'a pas trop lutté pour le Pakistan, c'est pas nous qui voulions vraiment le Pakistan, c'est vous. Et les Bengalis, on n'en parle même pas, puisqu'ils sont même plus partis du Pakistan. Donc on a un État on a une nation artificielle qui, pour exister, ne peut concevoir son existence que grâce à un État fort. Sans État fort, il n'y a pas de nation pakistanaise. Alors, au départ, le Pakistan est un État laïque. Au départ, il a été formé par des modernistes musulmans intéressés par l'idée de nation. Donc, c'est pas du tout une république islamique, une nation. C'est un Pakistan, il est laïque au départ, totalement laïque. Il va mettre plus de 15 ans avant de devenir musulman. Officiellement, en changeant la constitution, officiellement islamique dans les années 60. Mais au départ, c'est un État laïque qui est pour la minorité musulmane du sous-continent. Et comme il n'y a pas vraiment de nation, même les administrateurs n'arrivent pas à faire tenir le pays ensemble. Même l'administration la plus musclée, même les énarques les plus durs et les plus obtus et les plus tout ce que tu veux, ou les plus modernistes, tout ce que tu veux, ils n'y arrivent pas. Il va falloir l'armée. Et c'est l'armée qui va tenir le Pakistan. C'est parce qu'il y a une armée que le Pakistan existe. On dit que l'armée est très forte au Pakistan, mais elle est plus que forte. L'armée, elle est la condition de l'existence du Pakistan. Parce Comme que la s'il n'y a Prusse, pas... alors. Comment? Comme la Prusse, je t'interromps une seconde. Non, non, j'exagère. Oui, par Mais certains côtés, mais oui, par tu sais certains ce qu'on disait côtés. de la Prusse. C'est une armée qui a un État. Hein, Oui, donc, mais non, mais ta comparaison est tout à fait juste, parce que, c'est tout à fait juste, parce que l'armée n'est pas un État dans l'État au Pakistan. L'armée, c'est l'État et la nation. C'est bien la comparaison avec la Prusse, au sens où tu l'entends, est tout à fait correcte. C'est sans armée, il n'y a pas de Pakistan. Alors, avec le temps, peu à peu, les gens se développent, et puis la notion de Pakistan se développe, et puis l'armée commence à devenir embarrassante. Mais mets-toi à la place d'un militaire. Il est là pour faire tenir une nation artificielle. Il dit aux gens, c'est moi le Pakistan, et sans moi, t'es rien. Bon, alors les gens peuvent à peu le comprendre, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même trouver une autre légitimité. Et quelle légitimité on va trouver? Dieu. C'est Dieu qui a dit que l'armée devait faire tenir le Pakistan. Là, Franco a fait la même chose, hein. C'est grâce au bon Dieu qu'il est devenu dictateur. Donc, en gros, ils ont fait la même chose. Ils sont devenus les dictateurs du Pakistan, mais ils ont un rôle dans l'existence même du Pakistan. alors, Et c'est tu vois, et les rapports entre religieux et militaires ont été difficiles à ce moment-là, parce que moi j'explique ça de façon très simple, hein, parce que bon, on peut aller dans le détail après, bon, on n'a pas le temps, mais les militaires, ils ont besoin du bon Dieu, donc ils disent aux mollahs, dis-leur que c'est à cause du bon Dieu qu'on est là. Donc les musulmans sont très contents, les religieux sont très contents, ils disent aux militaires, voilà, ben, c'est bien, grâce à nous. Mais à un moment donné, les religieux en profitent pour prendre de l'importance. Par exemple, ils vont dire aux musulmans, on veut dire aux militaires, tu n'as plus le droit de prendre du whisky, toi, parce que maintenant, c'est nous et les religieux qui sont importants, donc le whisky, on supprime dans les messes officielles. Ah ben ça, l'armée pakistanaise ne peut pas vivre sans whisky, c'est pas possible. Donc ils mettent les mollahs en prison. Donc quand les mollahs en veulent trop, les militaires les mettent en prison, et quand ils les ressortent, ils en ont besoin pour rester au pouvoir. Et c'est comme ça qu'il y a un jeu dialectique assez, assez, assez complexe, assez, assez parfois rigoureux, rugueux, entre des musulmans et l'armée. L'armée, théoriquement, est beaucoup plus laïque. Elle est beaucoup plus laïque, elle tient la nation, elle. En vérité, pourquoi a-t-elle besoin du bon Dieu? Uniquement parce qu'elle instrumentalise la religion à des fins politiques, ni plus ni moins. Donc on a une armée qui est forte, qui est confrontée à une population civile qui voit les balles passer au-dessus de sa tête entre musulmans, entre religieux et militaires, et qui essaye de trouver sa place. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a une société civile au Pakistan qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une presse, il y a des gens qui parlent. C'est une société qui ressemble à l'Inde, par certains côtés, puisqu'ils viennent de là d'ailleurs. Et donc, il y a plus de liberté souterraine qu'on ne le pense au Pakistan. Il y a beaucoup de gens qui protestent, il y a beaucoup de gens qui crient. On n'hésite pas à aller dans la rue pour manifester. Enfin,
c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a ces 5 provinces que j'ai tout à l'heure sous-mentionnées, et que dans ces 5 provinces, il y a des mouvements qui sont des mouvements différents les uns des autres, mais qui ne facilitent pas l'unité du Pakistan. C'est Alors, ça le Pakistan. c'est, Et c'est dans ce c'est- cadre que le Cachemire se divise. Donc, toute division du Cachemire pose la question du rôle de l'armée qui dit mais c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous le Pakistan, pose la question des religieux qui disent attention, attention, nous on aimerait bien aussi que ce soit des musulmans, et pose évidemment la question des Indiens avec lesquels on s'est fâché parce qu'on ne fait plus partie de l'Inde. Alors, c'est absolument passionnant et surtout, c'est tellement révélateur. C'est-à-dire que cette idée, si on la simplifie, c'est un pays artificiel, hein, et Au départ, oui. qui tient debout en tant qu'État finalement d'une certaine puissance, en tout cas qui a un rôle régional important, grâce à son armée. Alors, est-ce que cette caractéristique liée à la puissance de l'armée qui est l'État, est-ce que une armée, c'est fait pour combattre, c'est fait pour la guerre, c'est fait pour faire tenir un État, mais est-ce que cet aspect-là, souvent, on existe comme nation, comme entité, comme communauté, dans son rapport avec l'autre, dans son rapport avec l'étranger, dans son rapport avec l'adversaire, voire dans son rapport avec l'ennemi. Est-ce que, Oui. justement, cette fragilité, entre guillemets, n'implique pas d'être poussé à une relation d'hostilité avec l'Inde, parce qu'elle est Oui, existentielle quelque part. Non, oui, presque identitaire. oui, mais, mais oui, mais il y a au moins 2 problèmes. Et tu les as soulignés un petit peu au début de ta pensée. C'est que euh, les militaires sont faits pour faire la guerre. Le problème, c'est que au Pakistan, ils sont faits pour faire la nation. Oui. Hein, bien. Alors, qui c'est qui va être chef du bureau de poste? Ben, on va mettre un militaire à la retraite. Qui c'est qui va être diplomate? On va mettre un militaire à la retraite. Et il y a des militaires partout. Quand un gosse au Pakistan prend son petit déjeuner le matin, il va manger du cornflakes, peut-être, s'il fait partie des couches moyennes. Et ben, le cornflakes, c'est produit par une entreprise qui est dirigée par un militaire. Il va prendre un bus, la compagnie de bus, elle est dirigée par un militaire. Et puis le journal qu'il va lire, il y a beaucoup de militaires qui sont au pouvoir. Et puis l'ambassadeur qui va lui expliquer ce que son pays fait à l'étranger, c'est un militaire. Si bien que les militaires font pas la guerre au Pakistan, ils font l'État. Et par conséquent, c'est pas forcément de bons militaires. Parce qu'un militaire qui doit faire la guerre doit être un bon militaire, mais pas un bon dirigeant de poste. Donc on a déjà un problème dans l'armée pakistanaise. Et puis l'armée pakistanaise secrète ses services pour surveiller tout ce qui se passe. Et donc les services de renseignement pakistanais sont extrêmement importants. Et ce sont des services qui sont à la fois militaires et politiques. Et puis parfois, là, comme tu dis, l'armée, évidemment, et une nation qui se fait a besoin d'un ennemi. Alors l'ennemi, heureusement qu'on est là, nous les militaires, parce que même si on est chef de bureau de poste, on peut quand même faire la guerre de temps en temps. Donc ils la font, à chaque fois ils la perdent. Ils ont fait 3 guerres avec les Indiens, ils ont perdu. Ils ont perdu. Alors, ça les braque un petit peu quand même, les militaires. Et puis les gens se disent, parce qu'il y a une opinion publique, se dit quand même, ces militaires, ça va rien. Alors parfois, on les jette dehors et on organise des élections et on arrive à s'en débarrasser. Et puis les autres, ils arrivent toujours à revenir. Ils arrivent toujours à revenir, surtout parce qu'on a besoin d'eux contre les Indiens. Et c'est ainsi que ça se développe, ce pays. Par conséquent, on a une armée qui dispose d'un grand service de renseignement, une armée qui fait des tas de choses, y compris la guerre, mais pas seulement, et qui la fait pas forcément bien, mais une armée qui dispose d'alliés étrangers. Parce que, Alors, ah oui, parce que, oh, parce que je te voyais venir, mon ami, je te voyais Oui, venir. parce que, Non, parce non. qu'il lui faut des armements, il lui faut des munitions, il lui faut du matériel. Où il va le trouver, les matériels? Où il va le trouver, le matériel? Évidemment, ce n'est pas les Indiens qui vont lui fournir le matériel, c'est l'ennemi. Bon. À l'époque, ce n'est pas les Chinois, ils sont en dehors de tout ça. Les Russes, non. Les Russes, ils aiment bien l'Inde parce que l'Inde est non alignée. Par conséquent, ils vont trouver où? Ben, du côté américain. Et la dictature pakistanaise va devenir l'allié des Américains dans la région. Alors, tu viens de nous expliquer brillamment, hein, sur un panorama de 2 siècles, ce qui avait abouti
à une situation qui est très particulière avec la division, y compris historiquement, le besoin de créer un État-nation avec les musulmans ou pour les musulmans. Hein, le fait de rajouter cette préposition, c'est important, Oui. et a abouti à une situation qui qui génère de l'instabilité, ne serait-ce que parce que tu nous l'as rappelé, le centre de l'Inde, il y a beaucoup de musulmans, donc il y a des problèmes communautaires assez aigus. Cette situation qui rend cet endroit assez instable, disons les choses comme elles sont, et on vient de le voir arriver dans un contexte international qui n'avait pas besoin de ça, franchement. Hein. Bon, donc, et ça va être là ma troisième question. Tu nous parles du rôle des États-Unis, et j'ai entendu, alors je me rappelle plus son nom, un dirigeant pakistanais dire on a trop longtemps joué, j'étais étonné de cette franchise, on a trop longtemps joué le rôle justement d'alliés manipulés par les États-Unis. On aurait dû être plus prudent. Toujours est-il que maintenant, le risque lié. Mais excuse-moi, je t'interromps. C'est vrai, c'est juste, c'est juste. D'ailleurs, ça a été pensé comme ça par l'armée pakistanaise parce que ils ont fait partie des alliances militaires américaines dans le coin. L'OTAS, le CENTO, Central Treaty Organization, c'était tout ça, c'était l'équivalent de l'OTAN pour la région Asie du Sud. Bien. Et il y avait deux grands pays qui étaient alliés avec les Américains, c'était la Turquie, plutôt sur le flanc ouest, et puis le Pakistan sur le flanc est. Et d'ailleurs, Istanbul et Karachi, à l'époque c'était la capitale, c'était Karachi, étaient des lieux privilégiés pour l'écriture de romans policiers, parce qu'il y avait évidemment tout un Exact. maillage d'espions qui travaillaient de façon considérable. Les meilleurs espions sont souvent turcs et pakistanais. Donc on a on a cette histoire seulement à partir. Mais ils ont fait des guerres avec les Indiens. Et à chaque fois qu'ils ont fait la guerre avec les Indiens, les Américains ne les ont pas aidés. Les Pakistanais pensaient que les Américains allaient les aider, mais les Américains ne voulaient pas s'affronter aux Russes, hein, Attends, sur la justement, question de l'Indienne. Et justement, donc, ils ont dit aux justement. Pakistanais non. Attends, je voudrais C'est pas que la première fois que les Pakistanais lâchent leur allié. Hein. je Hein, voudrais l'Ukraine ne va pas qu'on être la aborde première fois. Hein. justement cette vision un peu prospective sur est-ce que ça peut dégénérer, s'agissant du fait qu'on a deux puissances militaires, et tu viens de nous expliquer, y compris les déséquilibres, au travers des bilans de l'armée pakistanaise, de son rôle très particulier, très spécifique, mais qui dispose de l'arme nucléaire, comme les Indiens disposent de l'arme nucléaire. Donc, alors, disposer de l'arme nucléaire, ça veut dire un certain nombre de têtes avec des vecteurs et tout, mais c'est pas. Euh, Ce sont des pays nucléaires, ce ne sont pas des puissances nucléaires. Enfin, moi, d'après ce que j'ai compris de mes petites recherches. Alors, la question que je me pose face à cette dégradation et à cette situation instable et peut-être dangereuse, quels peuvent être justement le rôle de ces environnements internationaux avec des acteurs forts dont tu nous as dit les rapports privilégiés qu'entretenait l'Inde avec la Russie. Il y a au moment de l'affrontement Chine-Russie, avant l'arrivée de Deng Xiaoping, peut-être encore un certain temps, les Chinois étaient relativement proches du Pakistan. Il y a l'influence américaine, n'en parlons pas, et tu avais commencé. C'est pour ça que je t'ai interrompu, parce que ça, je trouve ça très important. La question des rapports du Pakistan avec les États-Unis, la façon dont ils ont probablement été manipulés. Rappelons-nous, pendant la guerre soviétique en Afghanistan, le rôle du Pakistan, qui était la base arrière des interventions américaines. Donc, euh, si je prends ces trois puissances, États-Unis, Russie, Chine, quel rôle elles peuvent jouer pour soit mettre de l'huile sur le feu, comme les Américains le font d'habitude, soit pour empêcher la dégradation de la situation, compte tenu de la situation mondiale. Mais moi, mon analyse, elle va être un peu dure pour les États-Unis, malheureusement N'hésite pour pas, eux. n'hésite pas. Non, mais c'est pas que je vais être dur, mais tu vas voir, c'est pas que je dis qu'ils sont méchants, je veux dire qu'ils sont out.
C'est ça le problème, c'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, s'ils sont méchants et qu'ils participent, encore, c'est quelque chose de bien par certains côtés. Mais s'ils sont out et que plus personne n'a besoin d'eux, ça c'est un problème pour eux. Et c'est là-dessus que je me dirige, parce que je reprends, les Pakistanais sont défendus par les Américains, et puis les Américains ne les défendent pas au cours des guerres qu'ils ont avec les Indiens. Donc les Pakistanais se disent, il y a un problème, peut-être qu'on peut trouver un autre allié, et ils vont trouver la Chine. C'est à ce moment-là qu'ils trouvent la Chine. Parce que l'Inde est amie de l'URSS, et donc le Pakistan se dit peut-être que la Chine va nous aider. Et la Chine va aider le Pakistan parce qu'elle n'aime pas l'Inde et qu'elle a un problème avec l'Inde. Par conséquent, il va y avoir une amitié pakistanaise et chinoise importante qui commence à naître dès la fin des années 60. Bien. Et cette amitié-là, elle laisse des marques aujourd'hui. C'est-à-dire que entre la Chine et les Pakistanais, on se connaît bien, on sait bien parler, et pourquoi les Chinois laisseraient-ils tomber les Pakistanais comme ça? Non, c'est pas la façon chinoise de voir, c'est pas la façon russe non plus de voir. Pourquoi on laisserait tomber les Indiens, même s'ils deviennent de plus en plus capitalistes, on les connaît, et ma foi, on continue à discuter avec eux. Par conséquent, on a deux puissances anciennement communistes, l'URSS, enfin la Russie et la Chine. La Chine est toujours communiste du point de vue officiel, comment dire, qui gardent les relations qu'ils ont avec chacun dans la région. Quant aux Américains, eux, ils sont un peu out. C'est-à-dire que euh, finalement, les Indiens les aiment pas beaucoup et ils n'ont jamais soutenu les Indiens dans leur lutte contre les Chinois. Et finalement, les Pakistanais les ont pas vraiment soutenus non plus dans leur lutte contre les Indiens. Par conséquent, dans la région, les Américains n'ont pas une bonne presse parce qu'on n'a pas confiance en eux. Il y a pas de confiance à donner aux Américains. Ça, c'est pas à cause de l'Ukraine, c'est bien avant l'Ukraine que ça se passe. Donc, on a déjà ce passé-là qu'il faut savoir et qui fait que les Américains donc jouent actuellement un rôle assez marginal finalement dans dans la région. Voilà la réalité. Et puis, il y a une nouvelle réalité qui est celle des BRICS. Et c'est là c'est là aussi ça qu'on fait, comment dire, ça renforce l'idée de la mise à l'écart des Américains dans cette région du monde. C'est pas pour rien qu'on parle de multilatéralisme. On n'est plus dans le bilatéral. On est dans le multilatéralisme, et le multilatéralisme, ça signifie qu'une grande puissance, les États-Unis, elles n'ont plus rien à dire, elles n'ont plus grand-chose à dire dans cette partie du monde parce qu'elles ne peuvent plus la dominer. Voilà. Donc c'est ça le multilatéralisme. Et donc, ils sont out. Out, je dis un peu, c'est un peu fort parce que c'est quand même encore une grande puissance économique, mais ils sont un peu out. Et les BRICS, c'est quoi? Mais dans les BRICS, il y a la Chine, il y a la Russie et il y a l'Inde. Et au sein des BRICS, on discute. Évidemment que les Indiens, que les Chinois et les Russes n'ont pas intérêt à avoir un conflit majeur, pardon, se développer entre l'Inde, qui est un pays des BRICS, et le Pakistan, qui n'est Qui est pas encore, candidat, qui est candidat. qui est candidat. Et l'année dernière, Moscou a annoncé qu'il soutenait la candidature du Pakistan. Par conséquent, les deux seuls pays qui véritablement peuvent avoir un rôle de paix sur ce conflit, c'est bien la Russie et la Chine. Ce n'est pas les États-Unis. Et quant à l'Europe, n'en parlons pas. Donc, Alors, mettre de l'huile sur le feu, est-ce que les États-Unis peuvent le faire? Parce que ça, c'est une de leurs vieilles habitudes, hein, quand même. Parce que au début, oui, c'est vrai. En 2022, il y a eu un changement de Premier ministre au Pakistan, dont on a dit, moi voilà ce que j'ai entendu, que ça ressemblait à une révolution de couleur, quand même, hein, ce Mais changement. Et ils ont c'est- mis d'ailleurs l'ancien, ils l'ont mis en tôle, hein, Non, l'ancien. c'est-à-dire que l'ancien, c'est un ancien joueur de cricket, Imran Khan, qui était très très connu, était très célèbre. Il était très célèbre en Inde aussi parce il a joué du cricket contre les équipes de cricket indiens. Et on aime bien les cricketeurs, qu'ils soient pakistanais ou indiens. On les aime beaucoup dans ce continent. Bien. Donc Imran Khan, lui, il a été mis de côté. Il est en tôle aujourd'hui. Et comment dire, il est en tôle. Mais quand il s'est fait mettre en tôle, quand il a été viré du pouvoir, il a dit, lui, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais il a dit qu'une des raisons pour lesquelles il avait été au pouvoir, c'est la pression américaine derrière le dirigeant actuel du Pakistan, parce que lui, Khan, il s'était rendu en URSS, en Chine, pardon, en pleine guerre ukrainienne. Il avait fait un voyage en Russie et ça avait été mal pris par les Américains qui considéraient qu'on devait, c'était à l'époque Biden, qui considérait qu'on n'avait pas le droit d'aller en Russie. Donc il dit c'est une des raisons pour laquelle on m'a mis dehors. Donc lui, il a dit ça.
Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Il doit y avoir un côté vrai comme il doit y avoir un côté faux. C'est vrai que les Américains continuent bien continuent à avoir du pouvoir au Pakistan. Quand même, ils ont financé l'armée pakistanaise pendant très longtemps. Comme tu dis, l'armée pakistanaise a été le fer de lance de la lutte des anti-occupation soviétique de l'Afghanistan par les Moudjahidines. Euh, donc, ils ont financé énormément. D'ailleurs, ils ont commencé à financer les Moudjahidines avant même que les Soviétiques ne rentrent en Afghanistan. Hein, c'est bien. Donc, on a évidemment un très, très gros lieu, très nœud, là, très gros nœud de connivence et de possibilités d'action. Les militaires américains et les militaires pakistanais se connaissent très, très bien, évidemment. Donc, et le service secret aussi des deux pays se connaissent parfaitement. Donc, on a évidemment une connexion. Est-ce que les Américains sont capables de mettre quelque chose pour faire en sorte que le... Moi, je crois qu'ils ont tellement de problèmes dans le monde actuellement, et notamment en Ukraine et à Taïwan, que je ne crois pas qu'ils peuvent se permettre de mettre le doigt dans une situation qu'ils n'arriveront de toute façon pas à dominer. Parce que il faut quand même bien voir ce qui est derrière. Les deux grandes puissances qui sont vraiment actives, c'est la Chine et la Russie dans le coin. Enfin, c'est pas les Américains. Donc je les vois mal et actifs pour des raisons économiques, hein, pas pour des raisons militaires. C'est ça qui est nouveau. Pour des raisons économiques, financières, c'est ça qui est nouveau. Et donc je vois pas trop moi les Américains pouvoir jouer en eau trouble de façon efficace dans cette région. Je veux Alors dire on un, a, on, je veux dire un mot sur le nucléaire aussi, parce que tu as oui, soulevé. alors avant ça, juste une petite remarque. On a déjà un exemple de ce rôle des deux gros leaders des BRICS. Il y a des grands pays, il y a le Brésil, il y a l'Inde, n'en parlons pas, le pays le plus peuplé du monde, qui sont membres des BRICS et qui en sont un des membres très importants. Oui. Mais le pilotage un petit peu géostratégique, complexe d'ailleurs, avec la partie militaire qu'a pris en charge la Russie, euh, fait ils ont une position particulière. Euh, Quand on voit ce qui se passe avec l'Iran, l'Iran qui fait l'objet d'une pression considérable de la part des États-Unis, l'Iran qui se retrouve dans une situation après le 7 octobre en Palestine, qui se retrouve dans une situation de pression d'Israël, etc. Il est clair que la Russie et la Chine pour ces deux pays, l'Iran est indispensable indispensable pour des tas de raisons, y compris économiques, joue un rôle extrêmement important dans les négociations actuellement entre États-Unis et Iran. Le soutien et le rôle de la Chine et de la Russie est décisif. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de guerre américaine contre quoi que souhaitent les Israéliens, il n'y aura pas de guerre américaine contre l'Iran. C'est aussi grâce aux activités, qu'elles soient diplomatiques, économiques, géostratégiques, puisqu'il y a eu le traité d'assistance entre la Russie au mois de janvier, la Russie et l'Iran. Donc, et là, je reviens dans le sous-continent indien et je te pose la question de confiance, mon cher euh, Max. Est-ce que et là, je reviens sur le nucléaire que tu allais aborder. Est-ce que on va vers un risque d'escalade nucléaire où justement cet environnement, le rôle de ces deux grandes puissances que sont la Russie et la Chine, peuvent éviter que l'incendie se développe? Alors, il y a un élément de réponse. C'est pas un pari, hein, Max. Hein, c'est pas Non, un non, non, pari que non, je non, te non, demande mais de faire, hein, mais d'abord, la situation va dépendre un peu de ce qui va se passer sur le terrain au Cachemire. Il y a ça à voir, parce que le mouvement nationaliste hindou au Cachemire est très dur. Hein. Le Modi est très dur. Il a retiré toute autonomie au Cachemire indien, et la population rouspète énormément hein, au Cachemire. On a changé les lois en faveur de la centralisation. Donc, on reconnaît plus du tout l'autonomie du Cachemire. Il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup d'étudiants qui protestent et il y a beaucoup de disparitions.
de militaires qui jouent des rôles absolument infamants, qui torturent ou qui arrêtent au Cachemire indien. Donc le Cachemire indien n'est pas un espace de liberté, hein. La presse est muselée, même YouTube, tout ça, on ne peut pas l'avoir, hein. C'est très compliqué d'avoir des informations qui sont des informations autres que celles que les Indiens veulent donner. Donc on a une situation sur le terrain qui est dure. Et qui est dure et la population cachemirienne n'est pas prête à se laisser faire comme ça. Donc il y a évidemment des éléments qui peuvent permettre aux Pakistanais d'agir encore plus facilement. Voilà. Donc sur le terrain, c'est pas évident. Moi, c'est pas évident du tout que la situation s'arrête comme ça. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Bien. Maintenant, est-ce que ça peut démarrer sur un choc nucléaire global? Personne ne sait en vérité. Ça me paraît pas du domaine du possible pour l'instant. Je dois dire un mot sur le nucléaire. Le nucléaire indien, lui, il existe depuis 1974. C'est en 1974 que l'Inde a fait exploser son premier essai atomique à des fins pacifiques et en 1998 à des fins militaires. Mais au départ, le nucléaire indien se développe un peu comme le nucléaire français, si je puis dire. C'est-à-dire dans le cadre d'une société ou d'un pays qui veut plus d'économie, plus d'électricité, et le nucléaire aussi a un rôle économique, et par conséquent, le nucléaire est intégré dans le développement et la vie normale de l'Inde, un peu comme le nucléaire français, et intégré aussi dans la dissuasion indienne. Donc il y a une réflexion sur la dissuasion exactement comme il y a en France, et ni plus ni moins profonde que celle de la France. Donc on a un nucléaire qui est plus rationnel, si je puis dire, parce que la preuve, c'est qu'il y a des protocoles qui se répètent tous les mois. Qui c'est qui prend la décision de lancer la bombe? Ben, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le chef d'état-major. Ben, tout ça est répété. Et donc, il y a une chaîne de commandement qu'on révise tout le temps, régulièrement, et qui fait du nucléaire quelque chose de pensé, de rationnel. Le nucléaire indien à des fins militaires, il a été développé, au fond, les Indiens ne le disent pas comme ça, mais la vérité c'est ça, contre la bombe chinoise. C'est parce que les Chinois ont eu la bombe atomique en 1964 que les Chinois se sont dit, cette fois-ci, c'est plus possible, il faut que nous, on l'ait aussi. Donc, c'est pas contre le Pakistan que les Indiens ont développé le nucléaire. Les Pakistanais, pour les Indiens, c'est c'est petit. Quoi. On ne va pas avoir une bombe nucléaire contre la Belgique. Voilà, c'est ça le truc. Si on est français, je n'ai pas de mépris pour les Belges, hein, bien sûr. Mais j'explique comment peuvent raisonner les Indiens par rapport aux Pakistanais. Donc, c'est contre les Chinois. Mais quand les Indiens ont eu la bombe atomique, alors là, les Pakistanais se sont dit, alors là, nous, ça nous pose un problème, parce que nous, il nous la faut. Parce que si jamais ils nous attaquent, on ne pourrait pas se défendre. Et par conséquent, il y a eu une politique de rattrapage euh, atomique très importante au Pakistan. Si je puis dire, le nucléaire indien est un nucléaire intégré dans l'histoire générale de l'Inde de ses processus politiques, économiques et sociaux, alors que le nucléaire pakistanais est un nucléaire de rattrapage. Il s'est fait à partir de bricolage. Ils ont bricolé très vite et il a fallu trouver des fonds. Et les fonds, c'est l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui l'ont donné. Et c'est pour ça que Ali Bhutto, qui était un laïc, qui lui buvait son whisky tranquillement tous les jours et sans doute sa tranche de jambon de temps en temps, a voulu une bombe atomique qui s'appelait la bombe islamique. Il l'a dit islamique pour avoir le soutien et le financement de l'Arabie Saoudite de l'époque. Donc, on a une bombe qui est aux mains de l'armée. On ne sait pas trop qui va la, comment sont les protocoles, qui c'est qui décide de son utilisation, le président, le premier ministre, le chef d'état-major, tout ça n'est pas clair du tout. Les services de renseignement, il y a tout un paquet, tout un nœud assez obscur autour de ce nucléaire de rattrapage. Et l'homme qui est le patron, le véritable concepteur de la politique nucléaire pakistanaise, c'est un physicien qui est un des plus grands espions du monde, qui s'appelle Abdul Qadir Khan. Et cet Abdul Qadir Khan, il a volé le maximum de ce qu'il a pu voler dans le monde pour bricoler cette bombe nucléaire. Et c'est comme ça que ça s'est fait, le nucléaire. Donc on a un nucléaire pakistanais qui est un nucléaire qui pose beaucoup plus de problèmes que le nucléaire indien. On a une réflexion sur la dissuasion qui n'est pas aussi claire que ça au Pakistan. On ne sait pas exactement dans les mains de qui ça se trouve,
comment réfléchissent ceux qui l'ont et s'ils vont l'utiliser ou pas. Donc on a un déséquilibre hein, entre la façon de concevoir le nucléaire en Inde et en Pakistan. Quand on dit que ce sont deux puissances nucléaires, ce sont deux puissances nucléaires qui sont parvenues au nucléaire par des processus différents et qui peuvent un jour jouer peut-être. Donc c'est quelque chose, on peut évidemment pas s'annoncer sur le futur de quoi que ce soit de ce point de vue-là. On peut simplement espérer et se dire, d'ailleurs, et se dire que les pressions de Pékin et de Moscou en faveur de la paix seront suffisamment fortes pour que ces deux États en arrivent à quelque chose à finalement pacifier leur rapport pour l'instant. Parce qu'ils ne se pacifieront pas. Ils ne se pacifieront jamais. À longueur de ma vie à moi, qui est maintenant courte, ou de la vie d'un autre qui est né La après moi, mienne? Bon. eh bien, on ne voit pas. La solution, elle est simple. Hein. C'est pas une contradiction sans solution. Comme on dit, ce n'est pas une aporie. Ce n'est pas une contradiction sans solution. Si la solution est faisable, il suffit tout simplement de décider que la ligne de partage entre le Pakistan, le Cachemire pakistanais et le Cachemire indien, ça devient une frontière. Après tout, c'est pas le seul peuple qui sera divisé dans l'histoire. Les Basques sont bien divisés entre Basques espagnols et Basques français. Et c'est pas pour ça qu'on se fait la guerre. Les Catalans, il y a une Catalogne française et une Catalogne espagnole. C'est pas pour ça qu'on se fait la guerre. Donc, Les Chypriotes, pour l'instant, il y a même eu un référendum dans la partie grecque pour se prononcer sur la réunification. La partie grecque l'a refusé oui. par référendum. Donc bon, c'est pas si simple que ça, hein. Non, Donc, mais parce que au Cachemire, c'est un conflit qui épitomise, enfin, qui condense l'ensemble des contradictions du processus historique qui remonte assez loin. On peut pas reprendre tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile à solutionner. Mais la solution, elle existe. Hein, les bons diplomates travaillent là-dessus, évidemment. alors, tu as dit Sans une chose relâche, très sans relâche. importante. Tu as dit une chose très importante, et donc je vais te remercier. On a fait le tour de nos trois sujets. En attendant la suite, effectivement, tu étais déjà venu deux fois. Tu étais venu pour avant les élections, pendant la campagne qui a été très très longue. Hein, c'est très long Oui, la campagne en l'organisation. Inde, oui. Ouais, pour faire voter dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, ça prend pas 5 minutes. Et puis après, tu étais venu commenter le résultat. Ça m'est revenu. Bien, donc, concernant effectivement la suite de ce qui va se produire, effectivement, on va voir. Tu nous as donné tous les éléments, et je répète brillamment, nous permettant de mieux appréhender, de mieux comprendre cette situation. Et tu as dit quelque chose qui me semble très très important. En disant que tu allais être dur pour les États-Unis, mais tu nous dis que dans ce monde qui est en train de bouger à cet endroit-là, avec ses permanences, que les Américains n'avaient plus la main. Ils n'avaient Non. plus la main, ils ne sont plus, et que pour des raisons historiques et économiques, mais que le militaire qui était leur puissance, le gendarme du monde, qui a été mis à mal au spectacle de l'ensemble du monde d'ailleurs, en Ukraine, n'est plus suffisant pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Bien, mon Non, cher parce que Max, parce que c'est vrai, parce que la Chine et la Russie ont trop besoin de paix dans cette région. Si je prends des choses très, très, très simples, les Russes ont besoin de l'Inde pour leur acheter du pétrole qu'ils le revendent aux Européens, ça on le sait, c'est vraiment très important. Et puis les Chinois ont besoin du Pakistan pour faire passer leurs moyens de communication et aussi pétrole et gaz sur les ports du sud du Pakistan. Donc, c'est une zone où la paix est nécessaire aux économies russes et chinoises. bien, Max, merci infiniment de ce cours d'histoire tout à fait passionnant. Et donc, je te dis à très très bientôt. On va continuer à suivre ça attentivement. Là, je me tourne vers les gens qui nous suivent. Continuez à nous suivre. Alors, ça, c'est la prière qu'on formule à chaque fois. Mettez-nous des pouces levés, mettez des commentaires parce que ça incite l'algorithme à bien nous diffuser et vraiment, je pense que cette émission mérite de l'être compte tenu de la prestation que vient de nous offrir mon ami Max.
À bientôt. À bientôt.